Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un petit signe. Oui, bonjour, moi je vous entends, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Je vous remercie. Vous voyez bien la présentation devant vous. Voilà, bienvenue sur ce web café ou web apéro, étant donné l'heure. Donc, un web café pour lequel nous allons aborder la question des évaluations pour les établissements sociaux et médico-sociaux, notamment sur le nouveau référentiel 2022. Donc, c'est le troisième web café que nous faisons sur cette thématique et le dernier. Donc, vous trouverez cet enregistrement parce que nous sommes enregistrés, vous l'avez vu, sur demande à la SRA via le site de la SRA. Et vous serez destinataire de cette présentation à l'issue de cette présentation. Donc, je me présente, je suis Michel Pes, chargé de mission pour la qualité et la gestion des risques pour le médico-social et pour la SRA Occitanie. Je travaille dans le secteur médico-social, je gère CESAD et ça fait 25 ans que je travaille dans le médico-social. Ça, c'était pour la petite histoire. Voilà, ce qu'on va vous demander, c'est de maintenir vos micros éteints durant la présentation. Vous avez toujours la possibilité de dialoguer ou de poser des questions sur le chat, sur la fenêtre de discussion. Questions que nous reprendrons en fin de présentation, à moins qu'il y ait une question très pressante que vous souhaitiez aborder. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à me couper si c'est dans la thématique, ou au moins sur la présentation présente. Voilà, vous êtes enregistré, je vous l'ai déjà dit. Nous sommes une vingtaine de participants et nous allons débuter cette présentation. Voilà, l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux et services médico-sociaux d'après le référentiel 2022. Alors en fait, de quoi parlons-nous quand on parle d'évaluation et de démarche qualité dans nos organisations? On parle de deux univers, celui de l'usager et celui du prestataire, qui fonctionnent en synergie concernant l'usager d'un certain nombre de services attendus, et puis du côté du prestataire, de services qu'il veut mettre en œuvre et qui précise au travers de son projet d'établissement. Une fois le projet d'établissement rédigé, les actions se mettent en place et se mettent en place compte tenu de ces orientations. Ce qu'on va essayer de mesurer dans ce cadre-là, c'est la conformité de cette prestation. L'usager, de son côté, lui, reçoit le service et puis il évalue donc d'après ses perceptions et c'est le service perçu. Et ce qu'on va venir essayer d'évaluer, c'est la mesure de la satisfaction entre le service attendu par l'usager et le service perçu une fois qu'il a été positionné. Donc jusqu'à présent, on était dans un système d'évaluation qui était bipartite et qui concernait essentiellement ces deux parties. La vérification de la conformité d'un côté et la mesure de la satisfaction de l'autre. On va voir que ça a un petit peu évolué dans le temps. Alors, l'histoire de l'évaluation dans le secteur médico-social trouve ses racines en 2002. Alors, bien évidemment, on n'a pas attendu 2002 dans le secteur pour faire de la qualité, mais il n'empêche que la loi 2002 a pour objet de placer l'usager au centre du dispositif et notamment créer deux systèmes d'évaluation, une évaluation interne qui aura lieu tous les 5 ans et une évaluation externe qui aura lieu tous les 7 ans ou 2 ans avec le renouvellement de l'autorisation. En 2005, à la suite de cette loi 2002, se crée le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, qui a eu une courte vie, simplement 2 ans, mais qui a permis de poser les bases au moins méthodologiques de l'évaluation interne, qui a été reprise en 2007 par l'ANESM, qui a été créée justement pour permettre de développer les recommandations de bonnes pratiques, et notamment concernant ces évaluations, notamment l'évaluation interne, et puis toutes les questions de bientraitance dans le secteur médico-social, mais pas que,
puisqu'on voit que l'ANESM touche le secteur de l'inclusion, les personnes âgées, handicapées et la protection de l'enfance. Un peu plus tard, en 2009, la loi HPST vient renforcer le rôle de l'évaluation qualité et dans les processus de soins, que ce soit pour les établissements de soins ou bien les établissements médico-sociaux. Un peu plus loin, en 2018, et c'est beaucoup plus proche de nous, l'ANESM intègre les missions de l'HAS et continue à produire des recommandations de bonnes pratiques pour toujours les mêmes secteurs que ceux qui étaient originels. Et en parallèle, l'HAS crée la direction de la qualité pour le médico-social en interne et se dirige en 2020 vers l'élaboration de nouveaux dispositifs d'évaluation avec la mise au travail, et vous y avez peut-être participé, la mise au travail et la création de nouveaux référentiels d'évaluation qui a nécessité les consultations publiques et puis la mise à l'essai de nouveaux référentiels en avril dernier pour finalement en novembre avoir eu un décret qui précise les modalités qui vont être mises en œuvre dans le secteur médico-social. Et puis 2022, le 8 mars 2022, là encore plus proche de nous, la publication du manuel d'évaluation, des référentiels, des fiches pratiques et des méthodes d'évaluation pour les organismes évaluateurs. Donc on est là dans l'actualité depuis le mois de mars avec ces évaluations qui sont plus près de nous, mais qui sont inscrites dans une pratique d'évaluation du secteur que vous connaissez très bien dans le secteur médico-social, qui tournait autour de l'évaluation interne, qui était organisée en 4 phases. D'une part, la définition d'un cadre évaluatif qui appartenait à chacune des organisations, le recueil des informations fiables et pertinentes, c'est ce qui était noté, l'analyse et la compréhension des informations reconnues et finalement le pilotage des suites de l'évaluation, ce qu'on a appelé par la suite l'amélioration continue. Charge à l'établissement dans ce cadre-là de mettre en œuvre l'évaluation, d'intégrer la démarche à tous les niveaux de l'organisation, c'est ce qui était demandé, d'impliquer les usagers, de confronter les points de vue et puis de diffuser, de transmettre les résultats aux autorités au travers d'une synthèse de l'évaluation interne. Deuxième itération des évaluations, qui ont été l'évaluation externe, qui, elle, visait 4 objectifs principaux. Porter l'appréciation globale sur les activités et la qualité des prestations, donc on était plutôt focus sur les prestations à cette époque-là. Examiner les suites réservées aux résultats de l'évaluation interne, en réalité, aller explorer la mise en œuvre de l'amélioration continue, et puis examiner certaines thématiques, certaines activités de la qualité au sein de l'organisation, notamment l'activité, la qualité des prestations, la réalisation du projet personnalisé, l'ouverture de l'établissement sur son environnement, tout ça faisant partie des recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM. Et puis d'élaborer des propositions ou des préconisations. Là, charge à l'établissement de contractualiser avec un organisme habilité par l'ANESM à cette époque-là, et puis de transmettre le rapport de cet organisme aux autorités. Pour l'organisme, de son côté, l'idée c'était de construire un cadre évaluatif spécifique à l'établissement, mettre en œuvre les outils et les méthodes d'observation qui lui étaient propres, puis produire une analyse et une synthèse, négocier ou au moins rediscuter de cette synthèse avec les directions d'établissement, et puis rédiger le rapport d'évaluation qui, lui, sera transmis par l'établissement aux autorités de contrôle et de tarification. Sur un calendrier, vous le constatez, qui était difficilement compréhensible, ou tout au moins pour lequel on a mis énormément de mal de temps à le comprendre, sans compter les conventions tripartites qui venaient rajouter des problématiques dans ce calendrier. Et tout ça, c'était, je disais, c'était le monde d'avant, c'était sur l'ancienne formule. Tout ça pour dire qu'on arrive sur des apports quand même, et qu'on n'arrive pas vierge de toute évaluation, de toute compréhension de l'amélioration continue dans notre secteur d'activité, puisqu'on a développé un certain nombre de compétences, notamment l'approche processus, qu'on maîtrise relativement bien aujourd'hui dans nos organisations, c'est-à-dire la notion de processus, l'ensemble des activités qui sont corrélées ou en interaction, qui transforment finalement des éléments d'entrée en éléments de sortie, c'est-à-dire qu'on se base sur les besoins de la personne, on arrive à identifier à ce jour les différentes
étapes ou sous-processus nous conduisant à, dans le cadre du parcours de la personne accompagnée, répondre à ses besoins ou au moins à les satisfaire à minima. Une première notion qui fait partie de notre capital en termes de connaissance et de maîtrise de l'amélioration continue. Une deuxième qui va être, au-delà du processus lui-même, l'approche processus, le fait d'avoir une vision systémique au travers des processus de l'ensemble de l'organisation, par l'identification des interactions et puis les différents pilotages et le management de ces processus. Alors, je vous en ai mis un exemple, vous pourrez regarder de plus près, qui est un peu le modèle sur lequel est construit aujourd'hui nos systèmes d'organisation dans le secteur médico-social, avec un processus de réalisation, ce qu'on pourrait appeler le parcours de la personne accompagnée au sein de l'organisation, et puis un certain nombre de processus de management qui viennent orienter la réalisation, et puis des processus support en interaction permanente avec les processus de réalisation. Tout ça sont des acquis et des choses qu'on conçoit relativement aisément dans notre secteur d'activité à ce jour. La gestion des risques, c'est un élément complémentaire qui s'est ajouté à notre capacité d'améliorer nos pratiques. La gestion des risques consiste à identifier, évaluer et mettre en place des actions pour diminuer ou contrôler la probabilité de la survenue d'un événement indésirable. Par deux approches, une approche a priori dans un premier temps, qu'on qualifie le plus souvent par la cartographie des risques, et puis une approche a posteriori qui concerne l'étude de l'événement une fois qu'il s'est produit et tout le système de gestion qui peut être mis en œuvre dans ce cadre particulier. Tout ça autour de méthodes de gestion des risques qu'on a intégrées dans notre secteur d'activité depuis quelques années déjà. Les tableaux de bord et les indicateurs sont des choses que vous connaissez aussi, outre ceux qui font partie des exigences de l'ANAP et puis maintenant de la TIH, qui sont des instruments de diagnostic. On les a bien intégrés dans nos pratiques, qui donnent des informations, qui favorisent la réactivité et la prise de décision. Enfin, voilà, de vrais outils de pilotage et des outils stratégiques pour l'organisation dans le cadre des politiques de développement. Les indicateurs aussi, qu'on sait manier de façon plus simple et de façon plus habituelle, que ce soit les indicateurs d'activité, donc des données plus quantitatives, qu'on va mettre en évidence notamment au travers de certains tableaux de bord, et puis les indicateurs de résultats qui vont nous permettre de mesurer la qualité, le financement finalement, pour évaluer la performance de notre organisation. Donc des pratiques que nous maîtrisons là aussi facilement, ainsi que les plans d'action que nous avons mis en place, et pour les derniers, notamment sur des plans d'action contractualisés au travers des CEPOM, et puis un certain nombre de plans d'action qui vont nous permettre la centralisation des informations, et puis de s'en servir comme outil de mesure également des actions qui ont été prévues, notamment, et le concernant aujourd'hui, dans tout ce qui concerne la qualité et l'amélioration continue. Des instances aussi qu'on a vu apparaître ces 20 dernières années, voilà, des instances auxquelles vous participez et qui font partie de vos organisations. Alors, pas toutes, ça dépend des secteurs d'activité, mais en gros, on constate qu'on a un certain nombre d'instances qui concernent le management et la stratégie, d'autres qui vont concerner plus particulièrement le parcours de la personne accompagnée, et d'autres instances qui vont concerner plus spécifiquement les processus support avec tout ce qui est système d'information et autres ressources humaines et financières. Un dernier point qui n'est pas négligeable non plus, c'est de considérer également dans les acquis de ces 20 dernières années l'intégration des outils de la loi 2002 qui étaient déjà présents, qui étaient précisés dans le cadre de cette loi pour donner des repères à la personne accompagnée, garantir l'exercice de ses droits et prévenir tous les systèmes de maltraitance. Donc des outils qui répondent à un cadre en même temps législatif et réglementaire. Alors, ne pas oublier que le cadre législatif et réglementaire est lui aussi en évolution. Donc, ça va être des outils qui vont être régulièrement actualisés
Actualisé compte tenu de ces évolutions, mais actualisé également compte tenu de l'évolution des publics que nous recevons et puis de l'évolution des organisations que nous conduisons. Donc, des outils qui doivent faire l'objet d'une élaboration commune et participative, c'est ce qui nous est demandé et c'est ce qui rentre dans les démarches qualité, qui doivent être disponibles et à disposition. Donc, des outils qui vont être des réels repères pour l'évaluation de la qualité, qui l'étaient déjà dans un premier temps, puisque c'était déjà des éléments de preuve et qui restent des éléments de preuve importants donc, sur lesquels il va falloir porter une attention particulière pour les prochaines évaluations. Et puis, c'est des outils qui sont des repères aussi, parce que ce sont en termes de formalisme, les seuls outils qui vont être en interaction avec le système bénéficiaire. Quand on parle de système bénéficiaire, on va s'adresser à la dimension plus large que la personne accompagnée, mais ses proches et la famille qui peut être autour de la personne. Alors, les 7 outils de la loi 2002, vous les connaissez, ça commence par le livret d'accueil, la charte des droits et libertés qui ne dépend pas directement de l'organisation, le contrat de séjour ou bien des IPC pour les services, le médiateur ou la personne qualifiée qui là aussi ne dépend pas directement de l'organisation, le règlement de fonctionnement qui est judicieux de construire avec les personnes accompagnées, la vie et la mise en place d'un conseil de vie sociale ou bien toute autre forme de participation si on n'est pas soumis au conseil de vie sociale, et puis le projet d'établissement ou de service dans le cadre du pilotage de l'organisation. Tout ça pouvant être construit et mis en œuvre grâce à la participation des personnes accompagnées. Je vous ai mis quelques éléments de référence juridiques concernant ces outils de la 2002. Je ne vais pas y passer plus de temps. Vous l'aurez sur la présentation si vous voulez aller regarder les détails. Donc, les acquis des démarches antérieures, finalement, ce qu'on va avoir, c'est une structuration de la politique qualité au sein de vos organisations, structuration qui va jusqu'à la création de postes de responsable qualité et d'engagement qualité pour les structures, l'engagement dans la gestion des risques, l'expérimentation des évaluations internes et externes, qui sont aussi des supports aux démarches antérieures et aux futures démarches, l'acculturation des professionnels et des organisations sur les démarches qualité, l'appréhension de la démarche comme un outil stratégique au service des directions, les perceptions d'un fonctionnement en processus, ce que nous avons vu, la création d'instances sur lesquelles vous appuyez vos organisations, toujours ces outils de la loi 2002 qui font trace comme élément de preuve notamment, à minima, le renseignement de tableaux de bord, mais ça, vous êtes très aguerris par rapport à ça et concernant les nouvelles exigences, l'intégration du principe d'amélioration continue et la connaissance des systèmes d'amélioration continue, donc la route de Deming, PDCA et compagnie, et puis votre présence ici à ce web café qui signe aussi votre préoccupation par rapport à ces nouvelles mesures qui vont nous toucher très rapidement. Alors, cette évaluation sur les principes 2002 s'appuie sur des principes basés sur un nouveau paradigme, celui d'unifier, de rendre visibles et harmoniser les systèmes d'évaluation. Alors, sur la base d'un constat, bien sûr, c'est que les évaluations qui étaient produites jusqu'à présent ne permettaient pas cette uniformisation, puisque chaque organisation avait son propre référentiel et son système d'évaluation, ses méthodes lui permettant de conduire ces évaluations, et donc des remontées qui n'étaient pas forcément efficientes ou suffisantes pour les autorités de contrôle ou bien pour l'HAS. Dans l'intérêt également de l'amélioration continue, pour donner une visibilité et valoriser les démarches engagées, donc là, tout le monde était bien conscient que les démarches étaient engagées, mais il n'empêche qu'on avait peu de visibilité de ce qu'il en était des démarches engagées auprès des organisations. Et puis, petit à petit, s'est inscrit la notion de parcours dans nos logiques d'accompagnement, des parcours qui dépassent le parcours institutionnel. Et puis, du coup, l'idée, c'était d'associer, au moins d'avoir une vision globale des différents parcours de soins, de santé ou de parcours de vie sur un même principe d'évaluation, parce que ce sont dans ces trajectoires de parcours dans lesquelles est engagée la personne, les différents systèmes sont le plus souvent non seulement imbriqués, mais corrélés les uns avec les autres.
l'idée d'avoir une évaluation globale et qui puisse identifier l'ensemble des parcours semblait pertinente. Une nouvelle évaluation donc sur la base d'orientation stratégique également, et notamment spécifique pour notre secteur d'accompagnement, qui est la proposition d'un dispositif plus simplifié, basé sur une périodicité suivie annuelle dans le cadre du rapport d'activité, une approche centrée sur la personne et les processus, la certification des organismes évaluateurs et non plus l'habilitation, on passe sur un degré un peu supérieur, une volonté également de préserver les enjeux appartenant à ce secteur par le fait de rendre les personnes actrices de leur parcours et donc de leur évaluation de ce parcours également, une dynamique qualité au sein des établissements et des services médico-sociaux, une démarche porteuse de sens pour tous, ça c'est les volontés de ce nouveau référentiel, et puis l'idée de maintenir les valeurs au travers de référentiels et de méthodes pour développer le pouvoir d'agir des personnes, respecter les droits fondamentaux des personnes accompagnées, identifier l'approche inclusive des accompagnements, ce qu'on verra au travers des critères, et d'accompagner la réflexion éthique des professionnels. Donc, des nouvelles évaluations sur ces orientations stratégiques qui ont été vues spécifiquement pour le secteur de l'accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à évaluer? On reprend un petit peu notre système dont on parlait au début de la présentation. Hein, et autant on a mis en place et on a perçu l'évaluation entre le service attendu et le service perçu au travers des enquêtes de satisfaction qui sont déjà en place au sein de nos organisations. On a mis en place des systèmes d'évaluation entre les évaluations internes et externes pour vérifier la conformité de nos organisations. À ce jour, ce qu'on va essayer de déterminer au travers de ces évaluations, c'est la péréquation entre le service attendu et le service voulu par l'interrogation de la personne accompagnée, et puis l'évaluation qu'on va pouvoir faire également entre le service rendu et le service perçu par l'ensemble des acteurs de l'organisation. Et quand je dis acteurs, c'est autant la gouvernance que les professionnels ou bien les personnes accompagnées. Et cette évaluation, finalement, en 2022, va avoir tendance à envisager une évaluation qualité globale de l'ensemble de l'organisation. Donc, un nouveau référentiel qui va nous permettre d'appuyer nos démarches d'évaluation. Donc, un référentiel qui va être le socle du dispositif d'évaluation et qui va nous servir pour vérifier les exigences à satisfaire. Un référentiel qui va être à destination en même temps de l'établissement médico-social, des professionnels, mais aussi des personnes accompagnées, et puis à destination de l'organisme évaluateur. Et ce qui est nouveau et innovant, c'est que c'est le même référentiel finalement qui va servir à une évaluation globale de la structure, autant au travers de l'auto-évaluation dans ce que va pouvoir produire l'établissement en termes d'amélioration continue, que dans l'outil de référence que va être le référentiel pour l'organisme évaluateur, qui va s'appuyer sur les mêmes items et les mêmes critères. Alors tout ça, un référentiel qui va être fabriqué en 3 chapitres. Un premier chapitre qui concerne la personne, un deuxième qui va concerner les professionnels et un troisième chapitre qui va concerner les services et établissements sociaux et médico-sociaux. Et puis une investigation de ces 3 chapitres au travers de méthodes différentes, 3 méthodes différentes, notamment au travers d'entretiens, de réunions et de diagnostics. Et ça, nous allons le voir un petit peu plus loin. Donc, un référentiel unique, finalement, mais qui tient compte du profil de tous les établissements médico-sociaux, autant du secteur de l'intervention, que ce soit tous les établissements, le secteur social, le médico-social. Mais voilà, l'idée, c'était de brasser l'ensemble des secteurs d'intervention du médico-social. Les types de structures également, qui puissent s'adapter, un référentiel qui s'adapte au type de structure, que ce soit établissement ou service, et puis au public et l'ensemble des publics, puisqu'on va de la personne âgée à la personne âgée handicapée, l'enfance handicapée, jusqu'à la protection de l'enfance et jusqu'à la protection juridique de la jeunesse. Et des champs d'application et des critères qui vont être associés à la catégorie finesse, et c'est cette catégorie finesse qui va permettre l'entrée et la détermination des critères qui vont être investigués. Donc des critères qui vont être sur 2 niveaux.
des critères standards, ceux qui doivent correspondre aux attendus, à minima. Il y a 139 critères de ce point de vue-là. Et puis des critères impératifs, c'est un peu, outre ce nouveau référentiel, c'est un peu la nouveauté, c'est qu'on s'attache à identifier des critères qui vont devenir impératifs et pour lesquels il y a un impératif à les satisfaire. Et il y a 18 critères impératifs dans l'ensemble de ce référentiel. Donc pour chaque critère, une fiche détaillée est mise à disposition. On le verra un petit peu plus loin dans la présentation. Et surtout, un outil qui va être à disposition autant de l'établissement médico-social, du service médico-social, que du prestataire qui va venir faire l'évaluation. Donc un outil informatisé sur une plateforme sécurisée qui va être à disposition pour arriver plus rapidement finalement à produire les évaluations et à rendre visibles ces évaluations. Donc des chapitres, on l'a vu, qui concernent donc 3 chapitres. Le premier, la personne, qui concerne 7 thématiques. Bon, après le reste, les objectifs et les critères, vous allez peut-être les voir de plus près. Les thématiques à retenir, et c'est là où ça devient plutôt pertinent, sont la bientraitance et l'éthique, les droits de la personne accompagnée, l'expression et la participation de la personne accompagnée, la co-construction et la personnalisation de son projet, l'accompagnement à l'autonomie, l'accompagnement à la santé, la continuité et la fluidité des parcours. En réalité, rien de nouveau sur le soleil concernant la personne, puisque toutes ces thématiques, c'est des thématiques qu'on avait déjà brossées lors des évaluations précédentes. Mais cette thématique, ce qui est à noter, c'est que pour ces 7 thématiques concernant la personne, aucun critère impératif n'est attendu. Alors, regardez bien ce chapitre 1 concernant la personne. On va passer au chapitre 2 qui est constitué sur 7 thématiques également, et on va constater qu'on a exactement les mêmes thématiques. L'idée, c'est de croiser les regards, et on le verra par des méthodes, pour vérifier que ces critères sont bien remplis au travers de l'ensemble de ces thématiques. Là, on voit apparaître 7 critères impératifs qui concernent essentiellement, pour les professionnels, le droit de la personne accompagnée, le respect des droits de la personne accompagnée dans l'organisation. Et puis, un troisième chapitre qui concerne l'établissement et qui, lui, est constitué de 8 thématiques. On va voir quelques variantes. Alors, autant on est sur des points communs sur la bientraitance éthique, les droits des personnes accompagnées, l'expression, la co-construction, l'accompagnement à l'autonomie et à la santé, viennent se rajouter les politiques de ressources humaines et puis les démarches qualité et gestion des risques. Il est à noter que sur ces 8 thématiques, 11 critères deviennent impératifs, un sur l'accompagnement à la santé et notamment le parcours de médicaments, et 10 critères qui vont concerner la qualité et la gestion des risques, 10 critères impératifs. Voilà, donc ce qui est assez conséquent concernant au moins ces thématiques-là. Les critères impératifs, donc, ils sont au nombre de 18, Ils concernent essentiellement le respect des droits des personnes accompagnées par les professionnels et leur mise en œuvre, donc essentiellement du chapitre 2. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous pourrez aller y voir de plus près lorsque vous serez en possession de la présentation. Un deuxième point, c'est la sécurisation du parcours de médicaments, et là on est sur le chapitre 3 dont on parlait tout à l'heure. Et puis la prise en compte des plaintes et réclamations, là on va être plus sur le point de vue de la personne concernant la prise en compte de ces plaintes et réparations. Et puis un dernier point qui est sur la prévention et le signalement et la gestion des risques. Donc on voit bien qu'on est en partie sur une démarche qualité qui va être investiguée au regard des critères impératifs, les questions de droit de la personne accompagnée, la sécurité et la satisfaction, et la gestion des risques, ça va être les 5 thématiques qui vont faire partie de ces critères impératifs. Alors tout ça au travers de méthodes qui se veulent être des méthodes plus proches du terrain et par des moyens qu'on veut également les plus adaptés possibles. Donc à chaque chapitre va se dérouler, on va faire appel, l'investigation de chaque chapitre fait appel à une méthode différente à chaque fois. Donc, concernant la personne, on va utiliser la méthode accompagné-traceur. Pour les professionnels, on va utiliser la méthode traceur ciblé. Et pour l'établissement social et médico-social, l'audit système. Dans ce cadre-là, on va essayer de mettre en place des moyens les plus adaptés aux personnes, aux professionnels et à l'établissement
au travers d'entretiens, d'observations, de revues documentaires, tout le système d'investigation qu'on a l'habitude de mettre en œuvre dans le cadre de l'amélioration continue, ou au moins des évaluations qualité. Ces différentes méthodes sont utilisées bien sûr par les intervenants de l'organisme externe lors de la visite d'évaluation, mais s'ils le souhaitent et si vous le souhaitez, par les établissements sociaux et médico-sociaux dans le cadre de leur auto-évaluation. Dans ce cadre-là, il n'y a pas d'obligation de les utiliser, mais on verra que c'est fortement recommandé. Concernant ces méthodes, notamment l'accompagné traceur, on va être sur une analyse de l'accompagnement, et c'est l'objet même de cette méthode, au travers de deux pratiques, qui est dans un premier temps le recueil de l'expérience de la personne, auquel on va associer l'expression des professionnels qui l'accompagnent au quotidien. L'idée, c'est un croisement des regards entre ces deux investigations, finalement, et pour aller toucher la qualité des pratiques au quotidien et arriver à avoir une vision la plus fine de la qualité de ces pratiques au quotidien. La méthode traceur ciblé est une méthode d'évaluation qui va partir du terrain pour remonter vers les processus. L'idée, c'est qu'on arrive à identifier sur le terrain la pratique et puis vérifier si c'est bien ce qu'on avait prévu en termes de processus. Elle se constitue, cette méthode, en deux parties. Premièrement, la rencontre des professionnels de terrain en équipe pluridisciplinaire sur les processus de par une cible qu'on aura déterminée. Et puis, un entretien avec la gouvernance pour être dans la mesure des écarts entre ce qui agit sur le terrain et ce qui était voulu ou attendu du point de vue de la gouvernance. Tout ça dans la mise en œuvre l'idée, c'est de vérifier la mise en œuvre d'un processus, et on va le voir dans le cadre de la détermination de la cible. Tout ça pour vérifier la maîtrise du processus, de ce processus particulier, dans le cadre de l'organisation. Une dernière méthode qui va être l'audit système. L'audit système, quelque chose que vous connaissez, puisque c'était le modèle sur lequel étaient basées les évaluations jusqu'à présent. Donc, c'est l'évaluation par les processus, donc une évaluation par le haut, qui va consister à rencontrer l'équipe de la gouvernance de l'établissement dans sa volonté de mettre en œuvre les processus, un entretien avec les professionnels de terrain sur la mise en œuvre et avec le CVS également, au travers d'un questionnaire bien particulier, pour que celui-ci puisse aussi s'exprimer sur la mise en œuvre des processus sur le terrain, compte tenu de ce qui avait été voulu par la gouvernance. Ce qu'on va essayer d'investiguer dans ce cadre-là, c'est la capacité à atteindre les objectifs par l'organisation. Et puis, en réalité, ce qu'on veut chercher, c'est évaluer l'organisation elle-même de l'établissement. Donc, on voit bien qu'au travers de ces trois méthodes, qu'on va investiguer en même temps la pratique du quotidien, en même temps la maîtrise des processus par les professionnels, et puis l'organisation et la capacité à développer ces pratiques en termes stratégiques. Alors tout ça va être coté, bien sûr, et cette cotation est inscrite finalement dans ce référentiel, ces chapitres, ces critères et ces méthodes. Tout ça pour une cotation par critère, pour matérialiser finalement l'évaluation, donner un score, ce qui va faire un trace en réalité. Alors la cotation va se faire sur 4 niveaux, voire 5 niveaux. Un premier niveau, cotation 1 face à chaque critère, si le niveau attendu n'est pas du tout satisfaisant. Une cotation 2 si le niveau attendu est plutôt satisfaisant. 3 s'il est plutôt pas satisfaisant, pardon. 3 s'il est plutôt satisfaisant. 4 si le critère est satisfait. Alors une cotation sur 5 parce qu'il y a une optimisation qui est proposée sur chacun des critères pour un établissement qui aurait développé une compétence au-delà du critère et qui est suffisamment remarquable pour qu'on puisse le noter. Et puis, on est bien conscient que les établissements sont différents aussi. Donc, la mesure de cette cotation prend en compte le fait que l'établissement puisse ne pas être concerné par un critère. Et là, on va avoir une cotation non concernée. Et puis, on sait aussi qu'il y a une partie de l'investigation du chapitre 1 qui va être fait auprès de la personne accompagnée. Et puis, que la personne peut plus ou moins bien comprendre la question ou le critère, ou bien que la réponse soit plus ou moins inadaptée. Donc, on va avoir une cotation sur une réponse inadaptée concernant ce critère-là.
et un calendrier finalement qui devient un peu plus accessible que le dernier calendrier de nos dernières évaluations, qui se pose finalement en période d'appropriation qui va être une première période d'appropriation qui normalement devrait avoir débuté et qui va arriver certainement jusqu'en octobre 2022, et une période d'évaluation qui va débuter à partir d'octobre 2022. Donc, on va avoir finalement un système de programmation des premières évaluations jusqu'en octobre. En octobre, les agences régionales de santé et les conseils départementaux mettront à disposition des établissements leur calendrier. Donc, vous allez savoir à partir de cette date-là quelle est la date à laquelle vous allez être évalué, en sachant que les évaluations prioritaires porteront sur les établissements autorisés de 2008 à 2009, qui devront être faites entre janvier et juin 2023. L'idée, c'est que l'ensemble des établissements aient pu passer par une évaluation, et quand je parle d'évaluation à ce niveau-là, c'est une évaluation par l'organisme externe, d'ici décembre 2027. Voilà, donc un manuel d'évaluation de la qualité des établissements médico-sociaux que vous retrouvez, qui est le pendant du manuel de certification des établissements sanitaires, et qui est constitué de en deux grands chapitres finalement, les fiches critères dans un premier temps, et puis les fiches pratiques qui viennent expliquer la mise en œuvre notamment des méthodes et des systèmes de cotation. Donc, les fiches critères, dans la première partie du manuel, c'est les fiches bleues, où chaque critère est détaillé selon trois parties. Une première partie qui va concerner la thématique qu'on retrouve dans le référentiel, l'objectif, le critère en lui-même, et puis c'est sur cette fiche et sur cette partie 1 qu'on va venir vérifier le niveau d'exigence, soit standard, soit impératif, et puis le champ d'application de ce critère-là, qui peut soit concerner tous les établissements ou d'autres types d'établissements, ou bien qui va définir les structures et les publics. Des éléments d'évaluation aussi, donc on a une indication sur les éléments d'évaluation, qui peuvent être des entretiens avec les professionnels, notamment la consultation documentaire qui est transversale, et qui va faire partie de tous les éléments d'évaluation, et l'observation. L'entretien avec les professionnels et les autres dépendra essentiellement des méthodes qui vont être employées. Là, on est sur le chapitre 2, donc on voit qu'on est plutôt du côté des professionnels. Et puis des références que nous donne l'HAS en disant, voilà, pour aller explorer ce critère-là, on a un certain nombre de références légales, réglementaires, mais aussi en recommandations de bonnes pratiques professionnelles, et vous pouvez vous appuyer sur ces recommandations de bonnes pratiques, autant pour comprendre le critère que dans la mise en œuvre également de vos principes d'amélioration. Une deuxième partie du manuel qui est consacrée essentiellement aux fiches pratiques, explicatives du cadre de l'évaluation, qui comporte plusieurs chapitres: l'organisation de la visite d'évaluation, le champ d'application des critères, les méthodes, la cotation, la prise en compte des résultats de l'évaluation des critères impératifs, la présentation du rapport d'évaluation, sans oublier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Donc, des chapitres qu'on va explorer là aussi plutôt rapidement, mais je vais en faire une synthèse. L'organisation de la visite d'évaluation, donc on va préciser les étapes du déploiement de la visite d'évaluation par les organismes externes et leurs modalités d'organisation au travers d'un calendrier qui va fixer et définir les étapes. Ce calendrier va être défini conjointement par l'établissement social et médico-social et l'organisme externe. Donc, on va définir, l'établissement et l'organisme vont définir les séquences organisationnelles au travers de ces fiches pratiques, la réunion d'ouverture, la visite de la structure, la synthèse entre les intervenants, les débriefings, les bilans de fin de visite. Donc, tout ça va faire partie d'une réunion de cadrage. Et puis, on va définir aussi des séquences d'investigation au travers des méthodes qui vont correspondre au plus près de l'organisation de l'établissement. Tout ça dans le cadre d'un cahier des charges qui va être défini entre ces deux parties. Les méthodes, donc, on les a vues, hein, la compagnie traceur qui va concerner plus particulièrement la personne,
le traceur ciblé, les professionnels, et l'audit système, l'établissement social et médico-social, sans oublier un entretien avec le conseil de vie sociale, ce qui est un peu nouveau pour les établissements qui ont l'obligation de mettre en place un CVS. Les clés de compréhension des méthodes font partie de ce chapitre-là. On va retrouver dans ce chapitre un descriptif pratique de la mise en œuvre des méthodes, les étapes de réalisation, les lieux et les temps de leur mise en œuvre, et les indications permettant de conduire l'action, la méthode elle-même. Un point sur l'entretien avec les membres du CVS, ce qui est un peu une nouveauté dans ce cadre-là. Donc, une grille qui a été définie dans le cadre de SINAE. Quand on y regarde de plus près sur cette grille, on voit qu'elle concerne en même temps le chapitre 1 et le chapitre 3. Le chapitre 1 qui concerne la personne et le chapitre 3 qui concerne l'organisation. Et c'est un peu finalement la vocation du CVS. Alors, une évaluation qui va permettre d'approfondir l'évaluation. Donc, l'idée, c'est de porter un regard sur le fonctionnement de l'établissement social et médico-social par le CVS, d'apprécier au travers de ces questions le niveau d'application du CVS. Alors, dans le cadre du dernier décret d'avril 2022, avec la capacité d'agir du CVS, sa capacité à se mobiliser, les difficultés de fonctionnement qu'il peut ou qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'établissement, et puis un entretien également qui va servir à apprécier l'engagement du CVS pour la qualité de l'accompagnement des personnes, son rôle dans la promotion de l'expression et la participation des personnes, son implication dans l'établissement, pour l'évolution du fonctionnement, les organisations de la structure, comment est-ce que le CVS est associé, sa possibilité d'émettre des propositions, et puis la bonne circulation des informations. Tout ça, on va le retrouver au travers des questions d'évaluation qui vont être posées aux représentants des CVS. Une cotation, ce qui est un peu particulier, puisqu'on va aller au travers d'un score évaluer l'atteinte ou pas des critères, construite, elle, en plusieurs étapes, et notamment sur une cotation qui va être ramenée à une note de 4, sur un principe dont on a déjà parlé. Voilà, à savoir que dans notre système des cotations, la cotation va être valide 1, 2, 3, 4. L'optimisation continuera à être notée 4, c'est-à-dire 4 sur 4, c'est l'atteinte de l'objectif, en sachant que pour les établissements non concernés ou les questions relatives aux établissements non concernés ne seront pas cotées, et tout ce qui concerne les réponses inadaptées ne seront pas cotées non plus, donc pas comptabilisées. Un principe de cotation qui est un peu particulier, puisqu'on va se baser sur des moyennes, donc au travers de la cotation des critères, qui vont être notés de 1 à 4, on va avoir un système de cotation des critères. Une fois qu'on aura coté tous nos critères, la moyenne de cette cotation des critères va nous donner la cotation des objectifs. En continuant la cotation des objectifs, on va avoir la cotation des chapitres, des thématiques, et petit à petit, la cotation globale de chacun des chapitres. L'idée, c'est d'avoir une cotation par chapitre, notée sur 4, pour pouvoir identifier, dans le cadre de l'accompagnement, les points sur lesquels on va avoir un regard particulier. Alors, rassurez-vous, cette cotation, ce n'est pas vous qui allez la faire. SINAE s'en occupe, et c'est au travers de SINAE, finalement, qu'on va avoir le résultat des cotations que je vous présenterai juste après. Donc, la prise en compte des résultats de l'évaluation des critères impératifs, puisque cette nouveauté au travers des critères impératifs impose à une réponse plutôt rapide compte tenu des critères qui n'auraient pas atteint. Alors, il est à noter que si un ou plusieurs critères impératifs sont notés de 1, 2 ou 3, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas la cotation 4, un formulaire par critère sera rédigé ou réalisé, qui va préciser les investigations complémentaires qu'aura pu conduire l'évaluateur externe pour préciser la raison de la non-atteinte du critère. La gouvernance va devoir émettre ce rapport d'évaluation avec un certain nombre de mesures correctives qui vont devoir préciser, et puis un plan d'action spécifique pour atteindre ces mesures-là. Un plan d'action que vous connaissez, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, plan d'action qui concerne en même temps les actions à réaliser
ça va peut-être même jusqu'aux fiches actions, hein, et avec jusqu'à la temporalité. Et là, à noter que l'autorité de contrôle est à même de mesurer ou de vérifier l'adéquation du plan d'action, des mesures correctives et des échéances fixées avec le critère qui devrait être normalement atteint. La présentation du rapport d'évaluation, donc comment ça va se présenter? Ce rapport va être transmis par l'organisme à l'issue de la visite et au travers de SINAE. Donc, une présentation sur le cartouche d'établissement que vous connaissez déjà, un focus sur les critères impératifs atteints ou non atteints, avec quelques observations de l'intervenant, hein, qui va permettre de venir abonder un petit peu dans les observations et en même temps dans ce qui serait bon de mettre en œuvre. On n'oublie pas non plus l'ensemble des autres critères, hein, qui auront été cotés, et avec un point d'observation également par critère qui sera mis à discrétion de l'organisme de contrôle. Et puis une présentation plutôt synthétique par chapitre des différentes thématiques, avec, on le voit là, un certain nombre d'axes qui vont être relevés, les axes forts, les axes d'optimisation, et puis les axes de progrès aussi, compte tenu de la cotation de chacun de ces chapitres-là. Et puis, la présentation du niveau global atteint par l'établissement sur le chapitre 1, 2 ou 3. Et là, en l'occurrence, sur cet exemple, on voit que cet établissement est plutôt performant dans la relation et dans la perception des prestations par la personne, un peu moins par l'adéquation entre les processus mis en œuvre et ce qui était voulu par l'organisation, et puis encore un peu moins sur la capacité de l'établissement à développer ses prestations. Et du coup, on voit bien les efforts, sur quels efforts cet établissement devra porter. Alors, ce qui est à noter, c'est que dans le manuel, la rédaction dans un langage précis, clair et accessible est inscrite, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, par exemple, que ce rapport sera mis à disposition, au moins au sein de l'organisation, que les personnes accompagnées ou leurs proches puissent y avoir accès. L'idée de définir les acronymes, ça, c'est même plus une option dans notre secteur d'activité. Et puis, surtout, la confidentialité des informations et l'anonymat des personnes, puisqu'on voit bien que autant des professionnels que les personnes accompagnées, l'ensemble de l'évaluation repose sur les témoignages. Sans oublier effectivement les recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui sont toujours en cours et qui sont toujours rédigées. Donc, l'HAS nous précise que c'est vraiment l'outil qui permet l'amélioration continue de la qualité, qu'elles doivent être mobilisées au sein des structures, connues par les professionnels, parce qu'elles contribuent à guider les réponses et les exigences, non seulement eu égard au référentiel, mais dans le cadre de l'accompagnement des personnes. Donc, une attention particulière va être portée sur ces recommandations de bonnes pratiques par les évaluateurs externes, mais également au travers des critères qui s'appuient en grande partie sur ces recommandations. À ce titre, on ne saurait vous conseiller de faire en sorte qu'elles soient connues par les professionnels et que les processus mis en œuvre au sein de vos organisations s'appuient sur ces recommandations-là. L'auto-évaluation, puisque là on était sur la première partie qui était plus l'évaluation par l'organisme externe, mais il est à rappeler que l'évaluation de la qualité ne s'arrête pas à l'évaluation quinquennale produite par l'organisme externe, mais que il s'inscrit bien dans une démarche d'amélioration continue qui va alimenter les plans d'action sur la base des évaluations formelles, qu'on va appeler auto-évaluation, produites régulièrement. Alors, annuellement à minima, puisqu'il va falloir en rendre compte, mais au moins régulièrement et dans une fréquence reconnue. Donc, l'idée, c'est que la structure fasse son auto-évaluation, à minima annuellement, puisqu'il va falloir qu'il y ait une trace de l'amélioration continue au sein du rapport d'activité, une amélioration continue qui va préciser l'avancée des actions entreprises eu égard à la dernière évaluation, ou au moins les actions mises en œuvre, les actions entreprises dans l'année pour s'assurer du maintien de la qualité. Donc, on est dans deux actions, hein, le maintien
de la qualité, la consolidation de nos principes qualité, et puis le développement de cette qualité au regard de ces évaluations. Le référentiel, il nous semble que ce référentiel est l'outil d'auto-évaluation par excellence, puisque c'est là-dessus que vont se baser les prochaines évaluations, et il va être la source du résultat des évaluations par l'utilisation de méthodes qui s'y réfèrent. Alors, n'oublions pas, et je vous l'ai présenté, que ce référentiel, c'est bien l'outil qui va permettre en même temps à l'établissement, aux professionnels et aux personnes accompagnées de produire une auto-évaluation. Donc, l'idée de s'appuyer sur le référentiel n'est pas qu'une idée, mais ça a un certain nombre de vertus, et des vertus auxquelles on tient au sein de la structure régionale d'appui à la qualité et gestion des risques, puisque l'auto-évaluation, sur la base de ce référentiel, va permettre de valoriser les démarches déjà mises en œuvre dans l'établissement, faciliter l'appropriation du référentiel par les professionnels, c'est-à-dire que lors de l'évaluation, ils seront moins à distance des questions qui vont leur être posées, conduire une évaluation avec les mêmes outils que l'organisme, et ça peut être aussi un intérêt eu égard aux personnes accompagnées qui vont être interviewées, et du coup, si elles ont pu l'être un peu en amont, finalement, elles vont être un peu plus familiarisées et acculturées à ces nouvelles évaluations, et puis permet de s'évaluer sur les critères du référentiel qui sont applicables autant à la personne et qui vont toucher aux droits de la personne, à la qualité, à la prévention des risques. Et on a vu qu'à minima, ces trois critères-là ou ces 3 points-là font partie des critères impératifs. Donc, une auto-évaluation qui irait dans ce cadre-là. Alors, bien sûr, cette auto-évaluation, elle est fortement conseillée, elle n'est pas obligatoire, il n'y a pas de reporting à faire auprès des autorités de contrôle et de tarification, ni de l'HAS, mais il n'empêche que il nous semble, nous, à la SRA, que c'est un levier d'amélioration continue, et dans l'utilisation des méthodes, ça devient plutôt pertinent. Alors, bien sûr, lors de l'auto-évaluation, SINAE est mobilisable, puisque vous avez l'accès désormais à SINAE et vos grilles personnalisées à votre organisation, et au travers de ces grilles-là, pouvoir conduire votre auto-évaluation. Alors, SINAE, qui est un outil de l'HAS, bien sûr, qui a été construit par l'HAS et pour lequel la FORAP, l'organisme fédérateur des structures régionales d'appui comme la nôtre au niveau national, participe à une forme d'évaluation de la mise en œuvre de ce nouveau référentiel. L'auto-évaluation, pour nous, au moins pour la structure régionale d'appui et l'amélioration continue, repose, et ça c'est ce qu'on porte, ce sont un peu nos présupposés, repose sur l'utilisation de méthodes adaptées, notamment l'utilisation des méthodes mises à disposition, la compagnie traceur, le traceur ciblé, l'audit système, l'analyse documentaire et les observations. Tout ça dans le cadre de l'amélioration continue, mais pas que. Et l'amélioration continue s'inscrit aussi dans l'utilisation de méthodes spécifiques de suivi de la démarche au travers des plans d'action et autres démarches qu'on a déjà vues, les systèmes d'assurance qualité au plus près des structures par le développement des méthodes d'amélioration continue, notamment cet deming, les systèmes de mise en œuvre, des plans d'action et des feuilles de route qui peuvent être utiles pour tracer le chemin de l'amélioration, le développement de la culture sécurité et des systèmes de prévention des risques, puisque nous l'avons vu, il y a une grosse partie des critères impératifs qui reposent justement sur la qualité et la gestion des risques. Alors pour cela, la SRA est présente et est à vos côtés. C'est une structure régionale d'appui à la qualité et gestion des risques qui assure en même temps un soutien méthodologique aux besoins, la mise en place d'actions correctives et leurs évaluations au plus près de vos besoins également, la mise en œuvre de programmes de gestion des risques, une expertise qualité et sécurité tout au long du parcours de la personne, la formation et les formations et informations sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Alors tout ça, ce sont les valeurs que nous portons au sein de la structure régionale d'appui Occitanie, mais je ne dirais pas que, puisque ce sont des valeurs qui sont déjà inscrites dans le décret et pour lequel nous venons en appui de vos organisations.
Donc, l'accompagné traceur porte sur 7 thématiques du chapitre 1. Là, on va aller très rapidement sur les méthodes. C'est donc le chapitre 1 qu'on a déjà vu, hein. Donc, c'est une méthode d'identification de la personne, d'entretien avec la personne, entretien avec l'équipe et synthèse et communication. Ça, c'est ce que nous rajoutons parce qu'il nous semble, dans le cadre des pratiques d'amélioration continue, que la communication est finalement le fil rouge de l'ensemble de ces pratiques-là. Donc, on va d'abord identifier la personne, mener des entretiens avec la personne qui vont durer, semble-t-il, entre 30 et 45 minutes. Et puis, l'analyse avec l'équipe va s'appuyer sur le dossier de la personne et sur une réunion, finalement, pluriprofessionnelle. L'idée, c'est de finaliser cette évaluation pour aboutir sur un plan d'action. La mise en œuvre, en gros, entre 1 et 8 jours, et ça dépendra effectivement de l'organisation elle-même. La deuxième méthode, le traceur ciblé, qui va être sur les 7 thématiques, mais du chapitre 2 cette fois-ci, va permettre d'identifier une cible qui va être investiguée, puis au travers de cette cible-là, vérifier la mise en œuvre des processus, revenir vers la gouvernance pour vérifier si cette mise en œuvre est conforme avec les attendus. Et là aussi, une communication plutôt globale avec l'ensemble des participants, mais pas que, plutôt l'ensemble de l'organisation. Alors, on va s'appuyer dans le cadre de l'investigation de cette cible-là sur les éléments de gestion documentaire, sur une rencontre qui va venir à la suite, qui va venir à la suite, excusez-moi, voilà. Une rencontre qui va venir à la suite avec autant les professionnels et l'équipe de gouvernance. Le traceur ciblé, lui, de son côté, va permettre d'identifier une cible. Alors, la question de la cible est toujours difficile à percevoir. Les cibles sont en référence aux thématiques qui sont développées au sein du référentiel. Donc, un certain nombre, vous avez les 7 thématiques-là. Et puis, on peut vous donner des exemples de cibles. En fait, on a déterminé un certain nombre d'exemples que vous pourrez utiliser, qui font référence à ces critères-là, notamment pour investiguer ces cibles-là. L'idée, pour le faire court, c'est concernant par exemple le droit de la personne, la question du respect de l'intimité, vérifier auprès des professionnels quelle est la procédure mise en œuvre au plus près du terrain concernant le respect de l'intimité. Une fois qu'on aura déterminé avec les professionnels le processus mis en œuvre, l'idée, ça va être de remonter auprès de la gouvernance, vérifier si c'est bien ce qui avait été voulu en termes de respect de l'intimité. Mesurer les écarts et mettre en place des actions pour réduire les écarts le cas échéant. C'est un peu l'essence du traceur ciblé. L'audit système, lui, va venir investiguer la 3e partie du référentiel, qui consiste par une solide consultation documentaire dans un premier temps, ensuite une rencontre avec l'équipe de gouvernance sur les processus à mettre en œuvre au sein de l'organisation, la vérification sur le terrain de la bonne diffusion de ces processus, et l'utilisation et la compréhension de ces processus, et en fin de compte, toujours nous concernant, parce qu'il nous semble que c'est essentiel, une synthèse et une communication large des observations pour engager la démarche d'amélioration continue avec l'ensemble de l'organisation. Alors là, on ne peut pas quantifier forcément le temps qui va être déterminé, et ça va être compte tenu du nombre de cibles qui vont être à investiguer. La rencontre avec les professionnels, on y fait toujours attention, on sait qu'on est en pénurie au sein des organisations, donc elles ne sont pas trop lourdes non plus, en se disant 2 heures maximum, ça devrait permettre ce système d'audit. Voilà, je vous ai mis rapidement un exemple de cible concernant la démarche qualité de la gestion des risques, notamment là les événements indésirables qu'on retrouve au travers d'un certain nombre de critères et les cibles qu'on pourrait déterminer pour mener cette investigation. Voilà, donc on touche à la fin de cette présentation. Quelques questions qui restent à se poser
et quelques questions qui restent à vous poser. Hein. Quelle place donner à la démarche d'amélioration continue de la qualité dans votre organisation? Ça, c'est une première question. Malgré tout, il faudra quand même y donner une place, puisqu'on a un impératif de rendre compte. Quel usage du référentiel et des méthodes dans les cadres de l'amélioration continue? Est-ce qu'on utilise toutes les méthodes? Est-ce qu'on utilise ce référentiel? C'est plutôt ce qu'on conseille. Quoi qu'il en soit, l'amélioration continue n'est plus une option. Et du coup, il va falloir s'y appuyer certainement dessus. Comment intégrer la qualité au système de management? Et là, on est dans une vision globale de la qualité de l'organisation, en touchant les systèmes de management intégrés, le cas échéant. Et comment imaginez-vous, vous, rendre compte et valoriser annuellement votre démarche d'amélioration continue au travers du rapport d'activité? Ça, ce sont des questions qui vous concernent, qui, il me semble, devraient éveiller quelques perspectives pour votre amélioration continue au sein de votre organisation. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Vous savez que nous sommes présents, on est à votre disposition, autant pour les outils, les méthodes, la mise en place de fiches actions, vous aider sur le rapport d'activité, reboucler auprès de la SRA, c'est nos missions. Et pour le faire au court jusqu'à fin 2022, on vous propose un certain nombre de formations gratuites et des interventions gratuites. Saisissez-les si ce n'est déjà fait. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Je vous laisse me poser des questions. On va venir voir sur le chat ce qu'il en est de vos questions. Pendant ce temps, n'hésitez pas à y réfléchir. Michel, tu as une question, enfin, je pense que c'est une question un peu remarque d'une représentante des usagers qui demande à quand les représentants des usagers dans les CVS. Je pense que c'est pour faire un parallèle avec la représentativité dans le sanitaire. Je comprends bien. Alors, je pense que c'est un vœu pieux du médico-social que d'être dans une organisation qui se rapproche de celle du sanitaire, effectivement. À ce jour, les CVS sont constitués d'élus représentatifs, autant des personnes accompagnées que des professionnels et autres. Les responsables des usagers n'existent pas à l'heure actuelle en tant que tels dans le système médico-social. Quoi qu'il en soit, les élus au CVS, notamment les élus des usagers, sont une forme de représentation. Peut-être pas forcément dans toutes les structures ou dans tous les établissements, mais il n'empêche qu'on se dirige, me semble-t-il, là je ne pourrais pas vous parler de façon plus officielle, mais me semble-t-il, on se dirige vers des instances ressemblant effectivement à ce qu'on voit dans le sanitaire. Il y a une question concernant un centre hospitalier qui aurait dans sa structure un EHPAD et qui se pose la question, donc du coup vont être conjoints d'un côté Calista et de l'autre côté le compte Sinae qu'ils devront ouvrir pour la partie médico-sociale. Oui, effectivement, la partie autant sanitaire que médico-sociale sera investiguée des deux côtés. Et chacun avec son compte. Calista pour le sanitaire et Sinae pour le médico-social, pour l'EHPAD. Compte tenu des numéros finesse qui spécifient effectivement. Oui. Et le même centre hospitalier demande si l'accueil de jour Alzheimer est concerné par l'évaluation externe. Du médico-social? Oui. S'il émarge sur un finesse du médico-social. Donc, si ça se rapproche d'un EHPAD avec une option Alzheimer, oui, si c'est une unité de soins sanitaires, ce sera plus Calista avec le système de certification. Là, l'idée, c'est de vous rapprocher de votre autorité de contrôle et de tarification, qui pourra vous l'indiquer dans un premier temps, et puis oser l'inscription de votre finesse sur Sinae et voir la réponse. Ma question était, excusez-moi, c'est Mme Carrière à l'appareil. Centre hospitalier de Béziers, on a plusieurs EHPAD. Est-ce qu'il faut créer un compte Sinae par EHPAD? Alors ça, alors logiquement oui, mais l'HAS s'est positionné là-dessus. Ça reste à négocier avec votre autorité de contrôle et de tarification. C'est-à-dire que vous pouvez toujours, en amont
Et moi, je vous conseille de le faire au plus tôt. En amont, c'est-à-dire avant le mois d'octobre, contactez votre autorité de contrôle et de tarification en disant, voilà, on fonctionne en unité, par exemple, et on souhaiterait faire une évaluation identique pour l'ensemble de nos unités. Alors, pour les EHPAD, ça dépendra des spécificités. Peut-être qu'il y a des spécificités différentes. Mais là, on parle spécifiquement, et on les a interrogés concernant notamment des ITEP qui sont dans des dispositifs qui ont plusieurs modalités et plusieurs finesses. Et on a eu une réponse de l'HAS disant qu'on pouvait toujours envisager de regrouper les finesses. Donc, l'idée, c'est de se rapprocher effectivement de votre ATC. Okay. Merci. Une question sur les cibles. Les cibles pour les traceurs ciblés sont-elles prédéfinies? Alors, elles ne sont pas prédéfinies en tant que telles. Elles vont être définies certainement par l'évaluateur externe qui va venir faire la visite. Les cibles, en fait, c'est chacune des thématiques que vous devrez aller investiguer. Non, elles ne sont pas prédéfinies. Après, vous connaissez votre établissement, vous connaissez peut-être vos faiblesses. Peut-être que l'idée, dans le cadre de votre auto-évaluation, c'est de consolider vos faiblesses pour pouvoir être, je dirais, entre guillemets, sans reproche sur chacune des cibles, sur chacune des thématiques. Après, chaque cible, chaque processus mis en œuvre va répondre à une logique d'établissement. Une question sur où en est la Haute Autorité de Santé dans la certification des organismes évaluateurs. Alors, ils sont en cours, puisque les organismes évaluateurs, en fait, ils sont certifiés d'un côté par la COFRAC, qui est l'organisme français de certification, au travers d'une norme bien précise concernant les certifications, et d'autre côté, sur un cahier des charges qui appartient à l'HAS. Et les organismes sont en cours là de se positionner et sont évalués pour justement avoir leur habilitation au plus tôt. Donc, c'est en cours, oui. Une autre question sur confirmez-vous que les lieux de vie sont bien assujettis aux évaluations nouvelle génération? Tout autant qu'ils émargent sur le médico-social, mais a priori, oui. Essayez de rentrer votre finesse dans SINAE, à mon avis, c'est ce qui va vous permettre d'y répondre, ou assurez-vous-en en vous rapprochant de votre autorité de contrôle et de tarification. Certains lieux de vie, enfin, moi j'ai partagé avec certains lieux de vie qui y sont soumis. Après, ça dépend peut-être de la nature de votre organisation. Et par rapport aux organismes évaluateurs, est-il toujours à la charge, le financement est-il toujours à la charge de l'établissement? Il me semble que oui. C'est là où on pourrait être un peu déçu, sans faire de polémique. C'est là où on pourrait être un petit peu déçu, puisque ça reste dans la même organisation finalement que ce qu'on a connu sur les évaluations externes, où c'est l'établissement qui va devoir a priori faire 3 devis et choisir le meilleur des 3, financer son évaluation. Donc effectivement, on est dans le même schéma. Voilà, il y a des questions sur est-ce que le PowerPoint sera envoyé, mais tu avais... Oui, il sera à l'issue de cette présentation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Bien. Écoutez, j'espère avoir répondu à minima à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous, quel que soit le besoin, concernant la qualité et la gestion des risques. Voilà, on est prêt à vous répondre. Et on a quelques formations qui sont en route, quelques webinaires qui vont se préciser. On est sur une période juillet-août où on va être un peu moins actif, mais dès septembre, on sera à vos côtés. En attendant surtout cette publication en octobre des dates qui vont vous concerner. Et surtout pour les établissements, peut-être qu'on fera un effort, nous, à notre niveau, si vous avez des besoins, si vos établissements ont été autorisés entre 2008 et 2009. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation, à très très bientôt et n'hésitez surtout pas.